Je suis un vieux praticien hospitalier, tout ce qu'il y a de plus estampillé NF, université, multidiplômé. Et je suis gériatre et je travaille, ça fait 30 ans que je suis praticien hospitalier, et je travaille en gériatrie et soins palliatifs et soins de support. Et puis j'ai travaillé beaucoup pour des laboratoires, j'ai plein de conflits d'intérêts avec une liste très longue de gens très mal vus, je suppose. Mon chemin... si vous voulez, ma doctrine de vie, c'est si tu ne sais pas où tu vas, le chemin, lui, il le sait. Donc, mon chemin m'a amené chez Salima Sicariello, donc à l'Institut méditerranéen des arts énergétiques, et je suis depuis peu spécialiste en shiatsu. Voilà, c'était cette semaine. Voilà. Je voulais pas me présenter devant vous sans être spécialiste en shiatsu, chers amis. Voilà. Alors donc, je vais vous parler de mon expérience en ce qu'elle a de singulier. Et comme je suis un petit peu jésuite, je réponds à des questions en posant des questions. Donc ne croyez pas que vous allez trouver de réponses dans ce que je vais raconter. Voilà. Donc le shiatsu en soins de support, ça paraissait une évidence pour tout le monde, mais peut-être qu'on peut parler d'abord des soins de support. Alors, l'équipe qui va parler après moi, et qui est une équipe d'oncogériatrie, vous reprendra un peu dans leur exposé aussi le soin de support. Alors, les soins de support, c'est un ensemble de soins. Support, c'est support comme en anglais, c'est-à-dire tout ce qui va soutenir de toutes les façons la personne malade. Et c'est tout au long de sa maladie. Alors, ça prend toute sa place en oncologie, mais on peut avoir des soins de support dans toutes les maladies chroniques. Donc, ces soins de support, ils vont venir aider les autres traitements. Alors, ces soins de support, ce n'est pas une spécialité, c'est une organisation coordonnée. C'est-à-dire, ce sont plein de gens qui font plein de choses et qui vont aller tous dans le même sens avec le patient au centre du soin. Le patient, il devrait toujours être au centre du soin. Et en fait, les soins palliatifs, dont on parle beaucoup, ne sont qu'une partie des soins de support. Le périmètre des soins de support, c'est plein de choses. Ça va du traitement de la douleur à la psychologie, en passant par le soutien social. Il y a plein de patients qui sont en oncologie, qui sont des patients en précarité, dans des situations pas possibles. Et toutes les pratiques qui vont dans le sens où le patient va se sentir mieux et il va avoir une meilleure tolérance de ces traitements. Moi qui suis un allopathe invétéré au départ, estampillé, je vous disais, tout ce qu'il y a de plus allopathe. J'ai commencé mes études dans les années 70, les soins de support, les soins palliatifs, c'était pas la mode. Eh bien, je me suis mis à l'homéopathie parce que je me suis rendu compte qu'en soins de support, pour arriver à digérer la chimio, des fois, l'homéopathie, c'était pas mal. Alors ça, c'est un schéma qui vous explique la place des soins de support. Alors vous voyez que les soins de support sont tout le temps présents depuis le début de la maladie cancéreuse. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de support quand on va vous annoncer que vous avez un ostéosarcome et qu'on va vous amputer la jambe. Vous pouvez avoir besoin de soins de support à ce moment-là. Parce qu'il va y avoir on parlait de stress tout à l'heure, il y a des gens qui vivent des stress d'autant plus que le système hospitalier en particulier a soi-disant des dispositifs d'annonce, mais qu'on vous balance des choses en plein milieu d'un couloir. Bonjour madame, alors voilà, où on vous coupe la jambe, je pense à ça parce que c'est un de mes jouchas à qui on avait coupé la jambe et à qui j'ai fait un shiatsu dans ces conditions. Donc c'est quelqu'un qui en avait dit où on vous coupe la jambe ou vous êtes morte. Bien sûr on dit on me coupe la jambe. Voilà. Et on meurt quand même d'un ostéosarcome. Donc les soins de support, ils sont présents tout le temps, depuis le début de la maladie, pendant la phase curative et pendant la toute fin de vie. Alors, ça c'est très important. Il faut savoir qu'actuellement, à cause des traitements, un certain nombre de patients qui ont des maladies cancéreuses deviennent des malades chroniques. C'est-à-dire qu'avant, on visait des guérisons, des rémissions complètes ou des guérisons. Maintenant, les progrès de la médecine ont fait qu'avec l'immunothérapie et les thérapies ciblées, il y a des patients qui vont devoir vivre avec le cancer et avec un traitement. Donc, ces patients ne seront jamais guéris. Ils ont apporté cette charge psychologique d'examen régulier, de suivi régulier, et ce n'est pas une mince affaire, c'est-à-dire de vivre tout le temps avec une épée de Damoclès, et d'autre part avec des traitements qui ont des effets secondaires. Donc là aussi, les soins de support ont toute leur place. Il faut savoir que la qualité de vie devient un critère de mise sur le marché de médicaments.
Avant, ça n'existait pas. Ou un médicament, il vous soignait, entre guillemets, il vous guérissait, ou un médicament n'avait pas d'intérêt. Il y a des médicaments qui ont eu une AMM, dans le cancer de la prostate, sur la qualité de vie des patients. Donc c'est un changement de paradigme intellectuel. Alors, personnellement, j'ai tendance à penser que le shiatsu pourrait s'intégrer à tous les stades de la prise en charge des patients en oncologie. C'est-à-dire que partout, dans le parcours patient, on pourrait imaginer que nous aidions des gens à digérer l'annonce de certaines choses, l'annonce de leur futur parcours. Cependant, il y a beaucoup de questions qui se posent. Vous savez, on vit à l'époque de l'evidence-based medicine. D'ailleurs, vous voyez, on vous a parlé d'une machine qui mesure ce que nous faisons sur les patients, sur les wuxia. Donc, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que maintenant, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Je m'excuse, mais l'air qu'on respire... voilà. Donc, il faut savoir qu'en matière de cancérologie, nos moyens techniques pour détecter les pathologies ont des limites, les limites de la visibilité, la limite du phénomène. Il faut savoir qu'il faut à peu près 10 puissance 9 cellules pour que quelque chose soit détectable avec une IRM, un PET scan, etc. Une cellule cancéreuse, et le point de départ c'est bien une, ça ne se détecte pas. D'accord ? Donc, il faut se dire qu'on va se confronter à des difficultés de mettre les choses en évidence. Alors, une autre question que les gens se posent, c'est est-ce qu'il y a des effets secondaires du shiatsu en cancérologie ? Et la troisième question, c'est est-ce qu'on peut faire du shiatsu à des patients cancéreux hors phase palliative ? C'est-à-dire en dehors du moment où tout est fichu, pour parler vulgairement. Alors, moi, mes questionnements étaient un peu différents. Moi, mon premier questionnement, quand j'ai commencé, et j'ai commencé à faire mes premiers shiatsu à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de la Timone, dans le service du docteur Dufaux, le service qui est spécialisé référent dans les sarcomes. Les sarcomes qui sont les cancers, voilà, donc les pronostics sont les plus graves. Et moi, mon premier questionnement, ça a été, est-ce que je peux toucher la mort ? C'est-à-dire, en fait, est-ce que je peux toucher des gens qui sont dans un processus agonique ? Mon deuxième questionnement, ça a été, mais en fait, parce que je suis médecin, donc j'ai un passif de médecine traditionnelle chinoise, donc il faut que je change mon paradigme et je dise d'énergétique traditionnelle chinoise. Voilà. Donc, c'est quoi le cancer en médecine chinoise ? Et moi, je fais quoi en shiatsu sur cette conception-là ? Et bon, je suis médecin, donc j'avais besoin de faire des liens entre l'énergétique traditionnelle chinoise et puis la médecine occidentale. Et puis, c'est vraiment en dernier, quand j'ai commencé à faire des shiatsu sur des patients qui n'étaient pas en phase terminale, donc des patients où on ne pouvait pas admettre le double effet. Vous savez ce qu'est le double effet ? Non ? Alors, il se trouve qu'en soins palliatifs, on admet la notion de double effet. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose que vous faites pour un bénéfice peut avoir un effet nocif. Alors, en théorie, quand on est dans quelque chose de curatif, bien, on fait la balance bénéfice-risque, et quand le risque est important, bien, on abandonne ce qu'on voulait faire. Mais il se trouve que dans les phases palliatives et en soins terminaux, il arrive qu'on soit obligé d'accepter le double effet, c'est-à-dire, par exemple, qu'un traitement de la douleur et des effets secondaires, mais que la douleur soit telle qu'on admette le double effet. D'autre part, il y a des lois en France, la loi Leonetti puis la loi Claes-Leonetti, qui verbalisent cette notion de double effet. Donc, je ne me questionnais pas tellement sur ça, puisque je faisais que des patients en soins palliatifs. Mais quand j'ai commencé à faire des gens qui étaient encore dans du curatif, je me suis, moi aussi, posé cette question, savoir qu'est-ce que je faisais sur des gens qui n'étaient pas en palliatif. Alors, donc, petit mot sur le shiatsu et les mourants. Ça, c'est une citation de Osho. Chaque mort est votre mort. Parce que chaque mort est un rappel que vous n'allez pas être ici pour toujours. Chaque mort est une opportunité pour se réveiller. Avant que la mort ne vienne, il faut saisir l'occasion de la vie pour atteindre quelque chose qui est au-delà de la mort. Donc, en médecine occidentale, la mort, c'est comme dans Jacouille la fripouille, jour, nuit. Voilà. Donc, voilà. Donc, la mort clinique, c'est-à-dire vous constatez que quelqu'un ne respire plus et que son cœur ne bat plus et que ça dure, et qu'il a la midriase bilatérale et vous le déclarez mort.
Alors, il y a la mort administrative. Donc, vous l'avez déclaré mort et sur le certificat de décès, vous écrivez décédé à telle heure, tel jour. Et puis, il y a en Occident quelque chose qui est très particulier, qui est la mort cérébrale, c'est-à-dire que nous considérons qu'on peut être mort sans être mort, c'est-à-dire être mort à cœur battant. Donc, c'est comme ça qu'on prélève les organes sur des individus dont le cœur est encore battant. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les organes sont de meilleure qualité quand le cœur est encore battant. En énergétique traditionnelle chinoise, cela ne se peut. Et donc, par exemple, les prélèvements d'organes au Japon ne se font que si le cœur est arrêté. Il faut savoir qu'en France, on prélève des organes sur des gens dont le certificat de décès n'est pas rempli, puisque les critères de décès, c'est le cœur est arrêté. Donc, toute cette problématique me faisait peur. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ça, ce sont des extraits du traité de Bastide de médecine traditionnelle chinoise, excusez-moi. Et en fait, les processus énergétiques de la mort me faisaient peur. C'est-à-dire, je me suis dit, tu vas toucher la dissolution du chêne, du hun et du po. Et qu'est-ce que ça va te faire ? Je suis un peu perchée des fois, hein, même si je suis très technicienne. Et je croyais que j'allais vivre l'expérience interdite. Eh bien non, je n'ai pas vécu l'expérience interdite. Parce que la mort et la vie, c'est exactement la même chose. Et par contre, je me suis rendu compte que dans les phases agoniques, alors moi je suis là dans les phases agoniques puisque je suis médecin, hein, voilà, et que dans les phases agoniques, donner une séance de shiatsu à quelqu'un qui est engagé dans le processus de toute fin de vie avait un effet extrêmement positif sur des symptômes aussi bien psychiques que physiques. Et j'ai donné des séances de shiatsu à des gens qui étaient inconscients, alors, soit parce qu'ils avaient une sédation terminale, c'est-à-dire qu'ils avaient des symptômes tellement affreux que nous avions induit un sommeil anesthésique, ou qu'ils soient inconscients pour des causes cérébrales, c'est-à-dire tumeur cérébrale en particulier ou coma métabolique. Et j'ai pu observer, et je n'ai pas été la seule, mes infirmières en particulier aussi l'ont observé, que nous avions une action sur les râles agoniques, sur les spasmes intestinaux, par exemple dans les occlusions terminales, sur l'agitation de la confusion qui est parfois présente chez les mourants, et sur l'anxiété et la peur quand elles s'exprimaient au travers d'échelles que nous avons pour observer les patients. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui m'ont rassurée et confortée dans l'efficacité que je pouvais avoir sur des choses très... voilà. Et pour dire, ça a changé ma pratique, c'est-à-dire c'est plus moi qui fais les sédations certaines fois. Moi, je fais ça, les infirmières poussent l'hypnobel. Ça fait rire mes collègues de l'équipe mobile. Hein, mais c'est quelque chose que j'ai vécu récemment. C'est-à-dire, j'ai changé de position. Alors, mon expérience, voilà, alors résumer mon expérience, hein, c'est-à-dire Ishin Denshin, cœur à cœur, Kizuna, le lien, parce que ça crée des liens entre le patient et le médecin. Et puis, il ne faut pas avoir peur de Shiki, hein, c'est-à-dire le moment du décès. Alors, en énergétique traditionnelle chinoise, le cancer, ça n'existe pas. Je vous mets au défi d'éplucher un livre de médecine traditionnelle chinoise et de trouver le mot cancer. Vous pouvez y aller, j'ai essayé. J'ai regardé tous les lexiques. Et même dans les bouquins d'acupuncture qui faisaient ma tasse de thé avant. Et donc, en fait, le cancer, ce n'est pas l'origine de la maladie, mais c'est qu'une manifestation, c'est l'émergence. Donc, ça n'existe pas en tant que tel. Il s'agit d'un phénomène qui est relié aux stagnations, les 6 stagnations. Et ce sont des mécanismes pathologiques de formation des tumeurs et du cancer en général. Moi, j'aime bien les écrits de cette dame-là, qui est une enseignante, c'est un médecin, et enseignante en médecine traditionnelle à Bobigny. Voilà. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, c'est le système de domino, ce sont les déséquilibres qui entraînent l'émergence des stagnations. On pourrait dire qu'en médecine occidentale, c'est kiff-kiff bourricot. Hein. Enfin bon. C'est-à-dire qu'en fait, vous partez d'une cellule normale qui, sous des influences diverses et variées, va présenter des mutations de son matériel génétique. Il va y avoir toutes sortes de facteurs qui vont conduire à ce qu'une cellule qui, normalement, aurait dû être détruite par le système immunitaire, fasse sa vie et fasse des cellules filles, etc., et développe une masse tumorale suffisante pour être agressive.
la question de pouvons-nous faire du shiatsu sur les patients atteints de cancer, je ris parce que, en fait, si ça se trouve là, parmi tous les gens, à l'instant où nous sommes, à l'instant T, J0, eh bien, nous avons tous des cellules en train de décoconner quelque part dans l'organisme. Il se trouve que si nous avons un système immunitaire efficient, eh bien, nos lymphocytes T vont reconnaître ces cellules comme cellules anormales et les zigouiller illico presto avant qu'elles fassent 10 puissance 9 cellules. Malheureusement, il se trouve que sous l'influence de facteurs environnementaux, chimiques, etc., de maladies, d'habitudes de vie, eh bien, il y a des cellules qui vont finir un jour par se développer. On a posé la question de savoir si le shiatsu, les pressions, la projection de notre énergie de hara sur nos pressions pouvait favoriser des métastases. Il se trouve que les métastases, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que pour que votre cancer du poumon métastase sur votre surrénal, eh bien, d'abord, c'est à contre-courant, hein, c'est-à-dire que la circulation, elle ne se fait pas de là vers là, ni lymphatique, ni vasculaire. Il faut que votre cancer vos cellules pulmonaires, elles aient développé des néovaisseaux qui partent de la tumeur, qu'elles aient réussi à passer dans le néovaisseau, et qu'après, elles aient envoyé des copines qui s'appellent des exosomes, préparer le terrain dans l'organe cible, et qu'après, elles y soient allées pour faire leur camp de base numéro 3 avant l'ascension de l'Everest. Et cette cascade métastatique, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait quand j'ai fait mes études. Quand j'ai fait mes études, on pensait le cancer sous la métaphore infectieuse, c'est-à-dire qu'il en était des cellules cancéreuses, comme des staphylocoques à partir d'une plaie que vous auriez sur la peau et qui allait partir dans la circulation. Ou à partir d'une dent abîmée qui allait partir dans la circulation. C'est beaucoup plus complexe. On estime que moins de 0,02% des cellules cancéreuses qui vont malencontreusement partir dans le sang vont être capables d'aller créer des métastases. Donc, ce n'est pas un risque énorme. Hein. Voilà. Alors, il y a une particularité sur les ganglions, c'est qu'il y a des cancers qui sont plus attirés vers les ganglions, et ça pour des raisons de nature et de proximité. Hein. C'est-à-dire qu'un cancer du sein, qui fabrique sa fonction, le sein, sa fonction naturelle, c'est de produire du lait. Hein. Et donc, elle a une relation avec le système lymphatique qui est plus importante. Donc, forcément, ça va être très lymphophile. En plus, il y a une proximité, c'est-à-dire que vous avez une partie de la glande mammaire qui est quasiment jointive au paquet ganglionnaire axillaire. Et donc, il y a une question de proximité. Mais c'est un phénomène complexe et microbiologique aussi. Le phénomène métastatique apparaît de plus en plus comme non aléatoire. C'est-à-dire que vous avez des cancers qui ne métastasent qu'à certains endroits. Par exemple, une prostate, c'est quasiment toujours métastatique à l'os. Voilà. Un cancer du poumon, ça va aller à la surrénale, au foie, à l'os. Hein. Mais vous avez par exemple des cancers de l'estomac qui métastasent à l'ovaire. C'est vraiment quand même très bizarre. Hein, donc ça prouve que c'est vraiment un phénomène plus actif que de la simple contagion, entre guillemets. Hein. Voilà. Alors je me suis intéressée à chercher dans la littérature si on trouvait des choses prouvant que nous pouvions avoir une dangerosité en pratiquant du shiatsu sur des patients cancéreux. Alors là, c'est mission impossible. Donc j'ai fait le tour de tout ce qui est à ma disposition. Donc je suis allée sur ResearchGate, où je vais souvent, je mets ce sur quoi je cherche, et puis après on me répond. J'ai cherché dans PubMed, ça c'est fastoche, Medline, Medscape, Clinical Key, enfin bon, partout. Et je n'ai quasiment rien trouvé qui ait une valeur scientifique. Alors, il y a quelqu'un qui s'était occupé de faire ça avant moi. Donc, c'était en 2011.
Et c'est un article donc, que vous pouvez trouver. Hein, ce sont des articles, tout ce que je mets, c'est des articles que vous pouvez trouver, même y compris dans Google Scholar, parce que je pense qu'ils y sont. Donc, c'est quelqu'un qui a examiné tous les articles. Quand nous faisons une revue de la littérature, c'est pour trouver tous les arguments. Après, on les met, on en discute, on fait un consensus. On va dire 3000 études sur l'hypertension artérielle qui disent que c'est pas bon d'avoir plus de 14,9. Donc, on décide que les chiffres normaux de la tension, c'est 14,9. D'accord ? L'équipe, là, qui comprend un Chinois et 2 Américains, ont épluché 1714 articles portant sur shiatsu et acupressure. Ils ont trouvé sur ces 1714, alors il y a des méthodes de lecture critique d'articles, c'est-à-dire une façon de savoir si quelque chose est scientifiquement valable, parce que vous pouvez écrire tout et n'importe quoi et faire dire tout ce que vous voulez à des statistiques, hein, y compris qu'il y a une relation entre le cancer du sein et l'abonnement au téléphone dans les années 50 aux États-Unis. C'est une étude qui était parue dans le Lancet. Donc, vous avez donc là, il y avait 1714 articles sur le shiatsu et l'acupressure. Seuls 9 articles en shiatsu présentaient une qualité de grade A, c'est-à-dire présentant un intérêt scientifique et pouvant être examiné. Il y en avait 71 en acupressure. Hein, bon. Sur les 9 articles en shiatsu, c'était des études qui étaient qualitativement très pauvres, c'est-à-dire peu de cas. Et donc, la conclusion de tout ça, c'était qu'il n'y avait quasiment rien portant sur le shiatsu et qu'il fallait produire plus de recherches dans le domaine. Voilà. Alors, ensuite, j'ai trouvé des articles qui émanaient, donc ça c'est le résumé. Vous avez des articles très intéressants qui émanent de personnes pratiquant le shiatsu. En particulier l'expérience de gens qui travaillent en milieu hospitalier. Donc vous avez des articles de Dominique Chevalier, vous avez différents articles de différentes personnes. Vous avez des gens qui ont exprimé des opinions très tranchées. Moi, je ne serais pas tranchée comme ça. Hein. Donc, par exemple, bon, ce sont des gens qui ne sont pas membres du syndicat. Donc, voilà. Donc, des gens qui disent, bah, moi, écoutez, j'ai aucune peur. Alors, dans ce même article-là, il y avait aussi les poids abortifs. Les poids abortifs, ça n'existe pas. Voilà. On peut y aller, on peut tout faire, tout ce qu'on veut. Et il y avait aussi, bah, voilà, c'est totalement infondé de penser que le shiatsu peut être dangereux. Hein. Après, alors, si toute technique efficace, je dirais, à ses dangers. Parce que dès l'instant où vous touchez, que vous faites quelque chose d'efficace, forcément, il y a toujours un effet secondaire. Quelconque, hein, mais... Dans les articles concernant l'expérience des gens en soins de support et soins palliatifs, il y a donc beaucoup de choses constatées sur la meilleure tolérance des traitements, c'est-à-dire meilleure tolérance des chimios, réduction de l'anxiété, insomnie, amélioration de la qualité de vie. Et je vous ai repris tout ce que j'avais constaté moi et qui va dans ce même sens, mais ça ne répond pas à la question de la dangerosité. Alors, j'ai cherché si on trouvait, puisqu'il n'y a pas d'article avec shiatsu dans les mots-clés, j'ai cherché des choses approchantes. Et là, j'ai trouvé des choses, mais qui sont culturellement connotées. Et qui, donc, du point de vue scientifique, n'ont aucun intérêt. Mais je vous en livre le... Voilà. Donc, dans les pays où il existe un recours aux soins, je dirais un mauvais recours aux soins, c'est-à-dire où les gens n'ont pas les moyens d'accéder aux médecins. Il y a un certain nombre de patients qui, dans un premier temps, vont se tourner vers des choses familiales. Donc, il y a des articles sur le massage traditionnel, c'est-à-dire sur des choses délivrées par des non-spécialistes ou non-praticiens, bien entendu, hein, et qui sont à charge. Et ce sont des articles taïwanais. Alors peut-être que derrière, il y a une connotation anti-chinoise ou je ne sais trop quoi. Hein. Voilà. Et donc, eux, ils ont fait... Alors, c'est pour montrer comment on peut être biaisé. Ça va dans le sens de peut-être aussi la recherche clinique. Voilà. Donc, eux, ils ont écrit sur le fait que les thérapies manuelles sur des patients ayant des ostéosarcomes entraînaient un mauvais pronostic. Alors, c'est vrai que si vous regardez les chiffres, vous vous mettez les mains à la tête. C'est-à-dire que vous voyez que les patients ayant eu des thérapies manuelles, toutes thérapies manuelles traditionnelles confondues, pratiquées à Taïwan,
et ayant un ostéosarcome diagnostiqué ont, vous voyez, simplement la survie à 5 ans, dans le groupe ayant eu des thérapies manuelles, 52,9% de survivants, et dans le groupe, 97,9% de survivants. Alors pourquoi ? Eh bien, en fait, si vous lisez l'article complètement, vous constatez que les patients ayant reçu des thérapies manuelles sont des patients qui n'ont eu le diagnostic qu'après plusieurs mois. C'est-à-dire des patients qui ont eu un retard au diagnostic. Parce qu'ils n'avaient pas d'accès aux soins. Et pas parce que la thérapie a aggravé un cancéreux diagnostiqué, mais parce qu'ils n'avaient pas eu accès aux soins. C'est pareil, d'ailleurs, pour d'autres choses. Comme ça, c'est un problème à Madagascar aussi, il y a des techniques familiales de massage. Et donc, ça, c'est pas sur du cancer, c'est sur du problème infectieux. Et vous avez exactement le même article. Les enfants ont reçu des massages et des thérapies, enfin, chez les rebouteux, quoi. Et ça a aggravé le pronostic. Évidemment, le staphylocoque, s'il n'est pas diagnostiqué, ça va mal, quoi. Voilà. Donc, et pour vous dire, si les Taïwanais avaient l'intention de prouver qu'il ne fallait surtout pas toucher les malades, ils sont allés jusqu'à comparer les résultats de leur étude avec les résultats de pauvres souris transgéniques à qui ils avaient créé des ostéosarcomes et qu'ils ont consciencieusement massé sur la tumeur. Je veux dire, bon, c'est vraiment... Voilà, c'est le genre de choses très à charge qu'on peut trouver, et c'est pour ça qu'il faut analyser les articles et regarder les biais. Parce qu'on peut descendre quelque chose ou prouver le miracle intégral si on a utilisé une méthode qui est complètement biaisée. Ça ne peut pas le faire. D'abord, personne n'a jamais dit qu'on allait masser, qu'on devait faire des pressions sur une tumeur en évolution. Personne n'aurait jamais fait ça. Voilà. Donc, la question, c'est qu'on peut pas... est-ce qu'on peut extrapoler tout ce qui concerne les thérapies manuelles au shiatsu ? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Mais c'est vrai que si on revient... il faut revenir aux définitions, et je crois que c'est le plus important, la définition de ce que c'est que le shiatsu. Hein. Alors, est-ce que c'est que le massage ? En sachant qu'il y a toujours des antagonismes entre les professions. Moi, je vois le problème qu'on a dans mon service hospitalier. Entre ceux qui font... donc, moi, en l'occurrence, on me dit trop rien, parce que c'est moi le chef. Voilà. Mais par contre, toutes celles qui font des techniques, par exemple, de réflexologie plantaire, ou qui font des massages de bien-être, ce qu'on appelle toucher détente, les kinés sont furieux, alors que ça n'a rien à voir. Bon. Voilà, chacun a son métier bien spécifique. Voilà. Alors, j'ai cherché un petit peu s'il y avait des articles sur les massages faits par les kinésithérapeutes, qui sont quand même des massages très actifs, hein, et les patients atteints de cancer. Alors, il faut savoir que quand moi j'étais étudiante, on disait qu'il ne fallait pas prescrire de kinésithérapie ni de massage aux patients cancéreux, parce qu'on avait la métaphore... C'est-à-dire que quand vous alliez masser, vous alliez drainer et les cellules allaient partir comme des folles pour aller irriguer. Alors, le risque existe un peu, mais faudrait-il que nous le quantifions et que nous fassions des études sérieuses là-dessus ou que des études sérieuses se fassent. Donc, j'ai regardé un peu et en fait, maintenant, il y a des tas de procédures et des tas d'études sur la kinésithérapie, sur les massages et sur le drainage, y compris lymphatique, chez les patients cancéreux. Alors, d'aucuns m'ont dit que les patients, c'était par exemple dans ce cas-là des patients post-chirurgie. Mais ce n'est pas parce que vous avez enlevé un cancer du sein que le patient est guéri. Le patient ne sera déclaré guéri et encore en rémission complète qu'au bout de plusieurs années. Parce que comme vous ne pouvez pas détecter les cellules, de toute façon, il peut toujours y en avoir quelque part. Donc on va dire que le patient a reçu un traitement carcinologiquement satisfaisant, c'est-à-dire reconnu mondialement comme étant le traitement qui aura nettoyé le maximum de cellules, mais personne ne vous signera un papier pour dire qu'il n'y a pas une cellule qui se balade quelque part. Donc la validation de ces
ces procédures et le fait qu'elles aient été évaluées, comme par exemple le drainage lymphatique du membre supérieur chez les personnes atteintes de cancer du sein en post-opératoire, irait plutôt dans le sens de dire que pour les cancérologues, il n'y a pas de dangerosité à faire des pressions sur certains cancéreux, dans la mesure où il y a eu un diagnostic et une évaluation préalable. Voilà. Vous voyez, il y a kinésithérapie et cancer du poumon, bien entendu, opérer du sein, les infirmières en post-opératoire sur la réduction de la douleur. Voilà. Donc tout ça, voilà. Ça ne répond pas à notre question sur la dangerosité du shiatsu, mais ça nous donne des pistes peut-être pour discuter. Et peut-être aussi pour essayer d'avoir nos propres évaluations. Voilà. Donc, j'ai été extrêmement déçue, pour finir, parce que je n'ai trouvé aucun article japonais. J'ai trouvé des articles sur le Kampo, parce qu'il faut savoir que les statistiques japonaises, donc la médecine traditionnelle japonaise, que les 75% des médecins japonais interrogés intégraient le Kampo dans leur pratique quotidienne. Donc, le Kampo, c'est la phytothérapie, médecine traditionnelle japonaise. Voilà. Et en fait, il intègre, donc il y a des effets, il y a beaucoup de phytothérapie. Donc il y a des articles sur tel médicament traditionnel contre tel autre médicament occidental, tout ça, mais il n'y a aucun article sur le shiatsu. Il n'y a vraiment aucune production. Moi, je m'attendais à trouver vraiment une production locale, entre guillemets locale. Voilà. Voilà, donc au total, moi je dirais qu'il suffit de respecter la charte du SPS. Non, mais je veux dire, je l'ai lu et relu et elle contient en elle-même, voilà, c'est-à-dire un bon positionnement en tant que spécialiste en shiatsu, un bon positionnement. Je ne vais pas guérir, voilà. Et au moindre doute, pas hésiter à renvoyer le patient. Et je pense aussi en cancéro, en onco, nécessité probablement de s'intégrer dans des équipes de soins de support, c'est-à-dire travailler avec les autres sur tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est mes sources.